Vas-y. Bonjour tout le monde. Bonjour à nouveau, en fait. Je suis Mohamed Ben Ahmed. Je suis étudiant en troisième année d'ergothérapie à ISPIS de Rabat. Je vous souhaite le bienvenue dans cette rencontre virtuelle qui fait partie de la série des webinaires réalisés par le groupe Ergo. Ce groupe est né de la collaboration des lauréats de l'option ergothérapie à l'ISPIS de Rabat afin de construire une carte d'identité de l'ergothérapie qui est récemment émergée au Maroc. Dans le cadre du projet de l'ergothérapie au service de l'autonomie des personnes en situation de handicap au Maroc, issu d'un partenariat entre le ministère de la Santé et Handicap International, avec l'appui financier du gouvernement princier de la Principauté de Monaco, une série de formations est organisée afin de promouvoir, comme déjà dit, le métier de l'ergothérapie et mettre en valeur le rôle de l'ergothérapeute dans divers domaines. À ce propos, je tiens à remercier infiniment l'Handicap International pour nous donner cette opportunité d'organiser ce webinaire de formation. Je vous remercie aussi pour leur appui technique et leur support de la formation d'ergothérapie au sein de l'Hospice de Rabat. En fait, ce webinaire est consacré pour traiter un sujet très important qui est l'innovation et la technologie. Quelle intervention ergothérapique en matière d'adaptation de l'environnement physique à travers la mise en œuvre des nouvelles technologies? Pour traiter ce sujet, je vais vous présenter les panélistes. Je vais vous commencer par Madame Aurélie Rochelle, ergothérapeute et formatrice en France. Aussi, on a Monsieur Ismaël Iziki, ergothérapeute marocain au centre de rééducation Mohamed VI. Je vous remercie d'être parmi nous dans cette rencontre et aussi de partager avec nous votre expérience à cet égard. En bref, je vais vous présenter la structure de ce webinaire. Tout d'abord, on va commencer avec le volet contextuel qui va être présenté par Monsieur Ismaël Iziki, c'est-à-dire il va mettre la lumière sur le volet contextuel de l'adaptation et l'aménagement au contexte marocain. Après, on va aborder le volet théorique concernant l'ergothérapie au fond de l'adaptation et l'aménagement de l'environnement physique avec Madame Aurélie Rocher. Je vais laisser la parole premièrement à Monsieur Ismaël Ezeki de nous présenter le volet contextuel. Ismaël, à vous la parole. Vous pouvez commencer. Merci, Monsieur Mohamed, pour cette belle présentation. Je me présente encore une fois. Je suis Ismaël Izeki, ergothérapeute marocain, récemment gradué de l'ISPITS Rabat. Et je travaille maintenant au centre de rééducation Mohamed VI des handicapés. Euh, je vais vous parler un petit peu sur ma modeste expérience au terrain marocain avec les orthèses et les aides techniques. D'ailleurs, durant notre cursus de formation, on a, euh, on a étudié un module de technologie professionnelle et un module de pratique de la fabrication des orthèses. Et c'était basé sur un support des autres pays. Donc, on a, on a exercé un stage au terrain marocain. On n'a pas vraiment trouvé les mêmes situations, la même matière et tout. Donc, on a vraiment trouvé un souci d'être intégré avec le système ancien de l'équipe pluridisciplinaire. Mais petit à petit,
on est intégré parmi par exemple, on travaille en collaboration avec les orthoprothésistes qui sont vraiment, ouais, elle essaie de compenser puisqu'on on n'est pas là, et ils sont existés au Maroc depuis des années. Elle essaie de compenser notre absence et par la fabrication de quelques aides techniques aux patients ou quelques orthèses, quelques attelles. Et donc, pour moi, euh, au centre, par exemple, au centre Mohamed VI des handicapés, j'ai pas vraiment trouvé un souci avec l'équipe parce que ils ont déjà au courant de quoi il s'agit, l'ergothérapie, ce qu'on fasse et tout. Donc, c'était facile de créer une piste de prise en charge pour les patients et d'utiliser déjà le matériel qui est un peu similaire qu'on a travaillé avec dans les modules dans la formation. Donc, c'était vraiment facile de s'intégrer avec eux. Et maintenant, j'avais beaucoup de patients qui sont vraiment un besoin des aides techniques ou des orthèses. Je pourrais, Sophia, s'il te plaît, si je Oui, pourrais partager avec vous mon écran. je te mets comme host. Je vais vous montrer des petites photos qui est des orthèses que j'ai fabriquées au centre et quelques aides techniques et quelques adaptations. C'est pas vraiment beaucoup, mais euh, pardon. D'accord. Vous voyez? Oui, D'accord. Euh, Ça, c'est un siège de voiture qu'on a adapté pour un petit enfant qui a une paralysie cérébrale de type tétraplégie. Il est flasque, donc il n'est pas capable de tenir sa position assise. Euh, bien sûr, les chaises ordinaires qu'ils ont à la maison, par exemple. Et sa maman a marqué qu'il peut garder sa posture sur un siège de voiture qui est déjà. Donc, on a essayé de adopter l'idée de la maman et de chercher une chaise de voiture qui était ancienne, mais on a adapté pour qu'elle puisse, pour l'enfant qu'elle puisse l'utiliser sur une chaise ordinaire. Euh, Comme vous voyez, on a un abducteur pour, pour, pour les genoux. On a essayé de poser des supports de tête, une GTR. On a utilisé le matériel des orthoprothésistes du centre parce que vraiment, on n'a pas assez de temps pour commander notre matériel. Donc, on a utilisé ce qu'on a. Euh, Ainsi pour empêche de se pencher vers l'avant. Ce siège elle était fixé sur une chaise qui était déjà existe chez la maman à la maison. Donc, elle a essayé, elle a posé l'enfant sur ce siège et elle a vraiment fonctionné bien. Euh, pour, pardon. Ah oui, c'est un orthèse, oui. Euh, c'est une orthèse qui était faite pour un enfant paralysé cérébral aussi.
Il a une inclinaison cubitale au poignet, donc il a une inclinaison un peu légère au niveau du poignet qui lui empêche de faire tenir ou d'exercer une préhension correcte des objets. Donc, j'ai fabriqué une orthèse statique de poignet qui va euh, garantir une position plutôt normale pour qu'elle puisse. euh, Déjà, on a libéré les doigts pour être fonctionnel, qu'ils puissent travailler avec. Je pense, Madame Sophia, si vous avez la vidéo que je t'ai envoyée dernièrement, la Non, différence entre malheureusement, non, je ne l'ai pas avec moi. c'est pas grave, d'accord. Euh, c'est bon. Après l'utilisation de cette orthèse, les tendons sont vraiment dans une position adéquate pour lequel la main fait des fonctions comme manger ou tenir des gobelets de l'eau, etc. D'accord. Pour celle-ci, c'est une orthèse digitopalmaire. C'est une orthèse statique qui est de repos qu'on oppose au à la nuit ou de position au repos. Donc, c'est pas fonctionnel. Donc, c'est plutôt corrective et repose. Euh, Au côté matériel, comme j'ai dit tout à l'heure, j'avais pas vraiment beaucoup de problèmes de commander un matériel qu'on travaille avec, mais aux autres centres, par exemple, cette possibilité de recommander ou de commander le matériel, c'était vraiment difficile à avoir parce que on n'a pas cette matière. On sait bien qu'on est récemment au Maroc, donc et les orthoprothésistes utilisent un matériau qui, qui, qui travaille, travaille des besoins orthopédiques et pour les orthoprothésistes spécialement. Donc, c'est pas dédié vraiment à l'ergothérapeute. Et je pense que- qu'on qu'on- qu'on doit chercher des supports ou des fournisseurs de matériel ergo à l'étranger et de l'intégrer de petit à petit au système sanitaire marocain. Donc, voilà. Merci beaucoup, Mohamed. Merci Ismaël pour votre présentation. Mm. On va passer maintenant au volet. Je pense, avant, on va laisser à Monsieur Ayoub de nous présenter s'il y a des questions. En fait, Ayoub, c'est étudiant en ergothérapie, troisième année. C'est mon collègue. Ayoub, s'il y a des questions, vous pouvez prendre la parole. Bonjour tout le monde. Merci à Monsieur Ismail. Je voudrais lui poser une question. Oui, oui, bien sûr. Vas-y. Vous m'entendez? Oui, oui. Je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous pensez que la culture pourra impacter l'utilisation de ces nouvelles adaptations? Est-ce que tout le monde accepte ces adaptations ou il y a des problèmes dans cela? Euh, pour vous répondre, je peux dire, surtout au Maroc, on croit beaucoup sur tout ce qui est concret. كيف ما كنقولوا en arabe ملموس.
Donc, tout ce qui ça se voit sur les patients parce que c'est un outil qui est existant, qui est réel, qui est touchable. C'est plus valide chez les patients et chez les parents. Mais par exemple, notre prise en charge auprès des personnes en santé mentale, par exemple, euh, c'était un peu flou de voir le résultat avec l'accompagnant ergo. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Vous Oui, m'entendez? oui, oui. Oui, oui. Est-ce que Euh, j'ai répondu à votre question, n'est-ce pas? je voudrais vous questionner sur est-ce que la personne accepte ces adaptations et sa famille aussi? Oui, oui, justement, c'est, j'ai dit tout à l'heure, c'est acceptable chez la majorité parce qu'il est un outil qui est visible. C'est pas dans le flou. Vous voyez? Donc, par exemple, les parents, c'était un plaisir de voir quelque chose qui va aider son enfant, par exemple. Un outil ou une technique, qu'on dirait. Donc, chez la majorité, je pense que c'est acceptable. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que parce que l'aide technique est beaucoup plus concrète, c'est beaucoup plus simple pour les individus de comprendre notre intervention, c'est bien ça? Oui, 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 tout à fait. Euh, je voudrais aussi vous demander, est-ce qu'il y a un investissement de la part de l'État dans ce domaine des adaptations? Est-ce que vous avez une idée? Généralement, il n'y a pas beaucoup de centres qui garantissent le matériel est suffisant pour fabriquer des orthèses comme ça ou des aides techniques. Mais, mais au privé, je pense que c'était fréquent de voir des aides techniques comme ça et des orthèses en matière vient de l'étranger. Je voudrais vous demander enfin, est-ce que vous appréciez votre rôle en tant qu'acteur de changement auprès de cette, cette clientèle? Pardon? Est-ce que vous appréciez votre rôle en tant qu'acteur de changement auprès de ces personnes-là? Euh, صراحة, pour vous dire, au début, c'était vraiment pas un sentiment bien parce que on a cette idée euh, qu'on veut présenter ou fabriquer quelque chose. Euh, on trouve l'équipe dit toujours ce que vous avez fait, on les fait déjà. Cette orthèse, les orthoprothésistes par exemple, faisaient déjà. Alors, c'est quoi la valeur ajoutée de l'ergothérapie au sein de l'équipe, par exemple? Mais on a essayé de se baser sur des revues de littérature qui sont validées et qui défendent notre rôle dans ce domaine-là, dans ce domaine de technique de santé et technologie de professionnels. Donc, si vous confrontez par exemple des situations comme ça, vous pouvez utiliser des revues de littérature qui sont dédiées à défendre notre métier et de présenter des exemples qui sont fabriqués par des ergothérapeutes dans des autres pays, par exemple, et ça marche très bien. Moi aussi, j'avais une question pour toi, Ismaël. En fait, c'était de Oui. savoir, en fait, c'est plus je recherche ton avis à savoir est-ce que les aides techniques sont accessibles en général à la population, que ce soit, oui, à Rabat Salé, mais
même à l'extérieur du Maroc, pardon, à l'extérieur de ces régions-là, si on va plus en milieux ruraux, etc., est-ce qu'il y a cette possibilité ou cet accès aux aides techniques comme les orthèses, par exemple? Généralement, non. Euh, C'était centré vraiment dans les grandes villes, au centre de rééducation spécialement. Et c'était le fait d'acheter une aide technique ou une orthèse standard, par exemple, de parapharmacie, c'est trop cher. Et c'est- c'était pas donné à tout le monde. Donc, mais il y a un organisme de la fondation de Mohamed V, d'El Tadamon Larf, tu vois. Mhm. Il fait des sorties des caravanes médicaux qui donnent des services comme celle-ci dans de la fabrication des orthèses. Et, et ils viennent chez les centres d'éducation, ils fabriquent et ils livrent vers les milieux urbains et les milieux ruraux. Ah, d'accord. Donc, en fait, et l'ergothérapeute se joint à cette caravane ou vous faites au centre Mohamed VI? Euh, Pas encore, mais j'ai essayé de contacter la direction du centre pour que je puisse participer la prochaine fois aux caravanes médicaux. Donc, Ah, c'est super. OK, donc petit à petit, tu essaies oui, oui, d'introduire l'ergothérapeute dans ces caravanes. oui, tout à fait. Mhm. Ah, super, c'est très intéressant. Et une dernière question à savoir, est-ce que tu as déjà fait face à des personnes qui refusaient ou ne comprenaient pas nécessairement? Tu l'as touché un peu dans ce que tu as dit. Tu as mentionné un petit peu que des fois, il y avait de l'incompréhension face à la valeur ajoutée de nos interventions. Je me demandais au niveau des personnes avec qui les bénéficiaires des services, est-ce que ça t'arrive d'avoir des barrières, les personnes ne comprennent pas notre rôle? Et si oui, comment réagis-tu dans ces moments-là? Par rapport aux aides techniques, je veux dire. Euh, صراحة, j'ai pas rencontré beaucoup ce problème-là. La plupart des patients que j'ai vus, en général, ils acceptent bien le changement et ils acceptent bien euh, l'orthèse proposée ou les techniques proposées. Hum, Je pense que le- la non-acceptation des orthèses, si par exemple les parents euh, déjà vu un exemple auprès d'eux dans dans un milieu hospitalier, par exemple, qu'il ne fonctionne pas bien ou quelque chose comme ça, je pense que c'est la raison qui est la plus fréquente. Parce que on voit, par exemple, des personnes ne sont pas vraiment des professionnels de santé. Ils exercent le métier où ils fabriquent des aides techniques, on dit avec système D. euh, euh, mais ils ne fonctionnent pas vraiment bien. Donc, si là, les parents sont déjà en situation de voir une simulation d'une aide technique ou quelque chose qui a pas vraiment fonctionne bien, donc dans ce cas, je pense qu'il ne va pas accepter le changement. OK, je comprends. OK, merci. Oui, avec plaisir. Merci Ismaël pour votre présentation. Je pense que Excusez-moi, moi j'aurais une question aussi pour Ismaël. oui, oui, madame. Vous pouvez- Oui, oui. Du coup, Ismaël, j'entendais la difficulté d'apporter une plus-value en tant qu'ergo par rapport aux Mhm. orthoprothésistes ou de s'imposer en tant que nouvelle profession. Mhm. Euh, je me posais la question, est-ce que du coup, la plus-value en tant qu'ergo, c'est pas de prendre en compte l'occupation de la personne, ses habitudes de vie, son environnement et de croiser toutes ces données? Est-ce que c'est pas la plus-value de l'ergo par rapport à l'orthoprothésiste?
Ça, c'était expliqué de plus en plus. Pour moi, j'ai pas vraiment cette stratégie de faire sortir notre métier en sa globalité comme ça, ce qu'on fait, ce qu'on fait, ce qu'on fait, ce qu'on fait. Euh, je, J'avance de petit à petit avec, à chaque fois, je mentionne une tâche spécifique à nous ou quelque chose comme ça. D'accord. Je comprends la difficulté de faire découvrir. Déjà en France, c'est pas facile des fois d'expliquer le travail d'ergo. Je comprends la difficulté au Maroc de mettre en place un nouveau métier et de faire découvrir nos spécificités. J'avais une autre question. Oui. J'entends la difficulté d'être approvisionné en matériaux, en thermoformable, notamment pour les orthèses. Après, je ne connais pas, je ne suis pas venue au Maroc. Est-ce que réaliser aussi des orthèses en cuir, est-ce que c'est quelque chose d'envisageable, peut-être plus facilement C'était, il existe un kinésithérapeute, un seul au Maroc qui a il a de formation ergo. Il exerce le métier avant nous au Maroc. Il fabrique des orthèses en cuir, mais c'était des années en 2012, en 2013. Mais maintenant, tout le monde utilise le thermoformable. Donc c'est... D'accord. Mhm. Merci Madame Aurélie pour votre intervention. Merci Ismaël pour votre présentation. Je pense qu'on a fini avec le volet contextuel. Maintenant, on va laisser la parole à Madame Aurélie de nous présenter le volet théorique. À vous la parole, Madame. Bonjour tout le monde. Donc, Aurélie Rochelle, je suis ergothérapeute en centre de rééducation en France, sur Rennes. Je m'occupe principalement de patients âgés de 16 à 35 ans, avec des soins études, avec une scolarité intégrée au centre de rééducation. Aujourd'hui, j'interviens plus pour parler en général des aides techniques, mais plus sur la mise en place, l'utilisation de l'impression 3D qu'on a développée au sein du centre. Voilà. Pourquoi l'impression 3D au départ? En fait, je voulais que les patients puissent être acteurs dans leur prise en charge, qu'ils puissent créer eux-mêmes leurs aides techniques avec un accompagnement, notamment pour des patients qui étaient paralysés de façon importante, des personnes tétraplégiques qui, par le biais de l'utilisation de l'ordinateur, pouvaient agir sur la matière, créer eux-mêmes leurs aides techniques. Du coup, je vous propose peut-être pour expliquer un peu c'est quoi l'impression 3D, de vous partager un film qui a été tourné à Carpap, qui a été un centre innovateur qui a développé l'impression 3D en 2016 et qui a été un des premiers centres à utiliser cette technique qui permet de créer des aides techniques personnalisées. On en reparlera. On reparlera après des différents avantages de l'impression 3D. Et je voulais déjà vous montrer ce petit film qui illustre ce qu'est l'impression 3D. Je vais vous mettre comme host et vous pourrez partager votre écran. D'accord. Vous pouvez y aller. Alors, il faut que je réduise ça. Je suis en partage d'écran, là? Non, en fait, il faut appuyer sur le bouton en bas de la page Zoom, un bouton vert, c'est écrit partage d'écran. Putain, mais j'ai un problème à chaque fois que je sors. Alors, partage
partager l'écran. OK. J'ai un petit souci. J'arrive pas à vous partager. Vous avez trouvé le bouton? Ouais, oui, mais je veux partager une page internet en fait. J'arrive pas du coup. Je vais faire différemment. Est-ce que ça marche là? Oui, ça marche. Très bien. Alors, je vais essayer comme ça. La 3D, c'est super. On peut faire ce qu'on veut. Ah, flûte. Pardon. La 3D, c'est super. On peut faire ce qu'on veut. On est maître de notre objet. J'ai pu réaliser avec la 3D ce qu'on appelle un lave-lunette. L'objectif du Rehab Lab, c'est de permettre aux patients de réaliser par eux-mêmes leurs aides techniques en utilisant la technologie de l'impression 3D. En février 2016, en fait, on a souhaité monter un Fab Lab intégré dans un centre de rééducation, donc au centre de CARPAP, au laboratoire d'électronique, dans un service un peu particulier, en fait, où on est les seuls en France à avoir des ingénieurs dédiés aux assistances technologiques pour les patients. On met à disposition une imprimante 3D. Il y a un ergothérapeute qui permet d'accompagner n'importe quel patient, un référent technique. Les ergothérapeutes vont avoir un rôle plutôt d'expert au niveau médical. On va apporter toute l'expertise au niveau des capacités motrices, intellectuelles, cognitives. Nous, on arrive avec notre cahier des charges, des capacités du patient, des besoins du patient. Lui, il arrive avec ses envies. Et on va aller voir l'ingénieur et on va réfléchir ensemble au projet qu'on peut mener. 6,5. On est parfait. Est-ce qu'on se base là-dessus? Là, on a pris la distance du bas à vos boutons du haut, que ce soit celles les plus faciles. Le boîtier qu'on a créé ici avec Jérémy et Tunchai, c'est un boîtier qui comporte 3 contacteurs. Donc, il y en aura un pour avoir accès à son ordinateur, donc pour avoir accès à Facebook, sa boîte mail. Un contacteur qui pourra avoir accès à sa synthèse vocale, son iPad qui est sur son fauteuil, et un autre pour son contrôle d'environnement dans sa chambre. Les techniques qu'on va faire à l'imprimante 3D va permettre de tenir mon poignet droit pour accrocher un stylet dessus pour pouvoir utiliser ma tablette au fauteuil. On a 254 aides techniques qui ont été réalisées par des patients impliquant plus d'une centaine de patients. On a également 35 objets suffisamment polyvalents qui sont installés dans un site de téléchargement d'objets grand public, ce qui a fait l'objet de 2500 téléchargements. Et pour la petite histoire, on en est à 8 km de fil utilisés pour l'impression de ces objets. On a par exemple des supports de verre. Donc ça, c'est quelque chose qui est utilisé dans la vie courante par la personne qui a des difficultés de préhension du verre. J'ai déjà fait une aide technique avec l'imprimante 3D en faisant un porte-gobelet pour refaire le prolongement d'un coudoir pour pouvoir boire toute seule. On a également ce qu'on appelle des fourches, qui se substituent à l'extrémité du joystick du fauteuil et qui vont permettre à une personne qui ne peut pas manipuler ce joystick de poser sa main dans cette fourche pour pouvoir piloter le joystick. C'est personnalisé en fonction de la morphologie de la personne et on peut avoir un support à plat ou éventuellement un support vertical de la main. Le super avantage du Rehab Lab, c'est qu'ils vont pouvoir participer activement à l'élaboration des techniques, faire qu'elles soient la plus proche possible de leurs attentes et de leurs besoins, de leurs goûts. Donc au départ, on est parti de ça. Aujourd'hui, voilà le résultat après plusieurs séances de travail. Mais sauf qu'il y a une contrainte en plus, c'est qu'il devait être pliable. Ce qui
n'y est pas sur le modèle. À partir du moment où j'ai été acteur, où j'ai choisi la couleur de mon aide technique, je l'ai adaptée en termes de dimension, j'ai choisi les matériaux, etc. Alors, je me l'approprie davantage et je suis plus à même de l'utiliser par rapport à une aide technique qu'on m'aura donnée et qui est censée répondre à mes besoins. Je suis revenue. Oui. Est-ce que du coup, vous avez, ça a fonctionné le film? Oui, on a tout vu. Alors, l'idée, c'était déjà de vous montrer c'est quoi une imprimante 3D. Je trouve intéressant de vous montrer le film, ça montre un peu la démarche. Donc, c'est un Fab Lab, déjà un Fab Lab. Je ne sais pas s'il en existe au Maroc. Je pense que non. D'accord. Donc, l'idée, en fait, c'est de mettre à disposition en libre service à la fois des connaissances techniques et à la fois du matériel, des imprimantes 3D, des découpeuses laser, enfin, du matériel technique et des connaissances à libre disposition de n'importe qui souhaite être accompagné pour construire quelque chose. Ça, c'est le principe des Fab Labs. Aujourd'hui, nous, on développe plutôt les Rehab Labs. Donc, un Rehab Lab est intégré à un centre de rééducation et du coup, on vise une collaboration patient, ergothérapeute et référent technique. Donc, vous avez pu voir dans le film, à Carpap, le référent technique est un ingénieur. Nous, au centre de rééducation à Beaulieu, on n'a pas d'ingénieur dans le centre. On fait appel à des étudiants qui sont en études techniques, des étudiants ingénieurs, qui nous accompagnent pour l'élaboration d'aides techniques un peu plus complexes au niveau informatique, au niveau programmation. Voilà ce qui nous permet de faire des aides techniques élaborées. Je voulais voir avec vous, en fait, comme ça paraît loin. On se dit que l'impression 3D, c'est plutôt au Maroc. Et pour autant, développer l'utilisation de l'impression 3D au Maroc. Je vais vous partager, si j'y arrive. Ah, excusez-moi, attendez, je vais vous remettre comme host. D'accord. D'accord. Vous pouvez y aller. Ok, alors je vais faire différemment cette fois-ci. Ah non, c'est pas du tout ça que je voulais faire. Si j'y arrive. Ok. Alors là, je pense que là, ça marche. Oui. Ok. Alors, l'idée, c'était de vous montrer en fait les avantages à l'utilisation de l'impression 3D. Déjà, c'est quoi l'intérêt? L'idée, la philosophie un peu d'utiliser l'imprimante 3D, c'est d'apprendre à faire soi-même et de donner la possibilité à chaque patient en fait, de créer son aide technique tout en l'accompagnant. On a les connaissances sur la pathologie, sur l'évolution, les connaissances biomédicales. Donc, l'idée, c'est de l'accompagner, mais de faire en sorte de rendre acteur le patient, qui puisse fabriquer lui-même son aide technique et du coup, mieux se l'approprier.
Donc, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est une collaboration patient-ergo, alors ingénieur ou du moins référent technique. On est à 3 à réfléchir sur les techniques du patient. Et ce qui est intéressant, alors pas avec tous les patients, mais avec certains de mes patients, je leur apprends à dessiner, à concevoir eux-mêmes l'aide technique et donc, par la suite, c'est des patients qui seront capables de créer une aide technique de A à Z et éventuellement même aller plus loin, de pouvoir aider d'autres patients. Donc, on arrive sur un autre intérêt de l'impression 3D qu'on utilise beaucoup chez nous, c'est la pérémulation, c'est-à-dire que des patients experts vont pouvoir venir former de nouveaux patients et partager leur expérience. Donc, il se passe encore autre chose dans les Rehab Labs. Alors, c'est quoi l'intérêt de l'impression 3D? Alors là, c'est une diapo qui résume un peu tout. On va partir d'en bas. Déjà, au niveau coût, je vois la difficulté de pouvoir acquérir des aides techniques, sachant qu'à la base, dans la charte de l'utilisation de l'impression 3D dans les Rehab Labs, c'est qu'on s'engage à ne pas imprimer d'aides techniques qui existent déjà dans le commerce. Maintenant, quand on utilise, c'est qu'on va personnaliser les techniques, vraiment l'adapter aux besoins du patient. Donc, à partir du moment où on personnalise, on peut imprimer les aides techniques. Et au niveau coût, on a un coût d'impression qui est très faible en fait. Une bobine va coûter à peu près 30 €. Je ne sais pas, sur une bobine, on va imprimer une vingtaine de petites aides techniques. Donc, je ne pourrais pas vous donner un... C'est très économique en fait. Le coût de fabrication des aides techniques est très faible. Au niveau de temps, on gagne du temps parce que on va pouvoir imprimer des aides techniques qui ont déjà été fabriquées. Si j'ai travaillé pour un patient une certaine aide technique et puis il revient un an après, il me dit bah, je l'ai cassé, j'ai besoin de nouveau de cette aide technique. J'ai juste à appuyer sur le bouton pour la réimprimer. Je peux aussi dessiner pour un patient et ça va correspondre pour un autre patient. Donc, je vais gagner du temps de fabrication de l'aide technique. Je peux aussi, la notion de partage, donc il y a des sites, on trouve sur Internet, on en reparlera après, comme Thingiverse, c'est une grande plateforme qui rassemble différentes aides techniques, alors pas spécifiquement des aides techniques pour le handicap, mais des fabrications en 3D de beaucoup d'objets. Il y a d'autres sites qui vont être spécialisés, mais on peut aussi trouver en ligne des aides techniques qui ont déjà été dessinées, imprimées et on peut télécharger le fichier et imprimer directement. Et on peut aussi partager ce que nous, on a conçu pour aider d'autres professionnels, d'autres patients, voilà, à partager nos connaissances. La question du poids, en fait, attendez, ça va être... on va repartir, j'avais oublié. Au niveau accessibilité, du coup, l'impression 3D, je vous ai dit, c'est la première chose qui m'a donné envie d'aller vers l'impression 3D, c'était de redonner la possibilité à des patients avec une paralysie importante de pouvoir réaliser des aides techniques. En utilisant une interface pour l'ordinateur, ils vont pouvoir concevoir eux-mêmes leurs aides techniques. Donc, c'est vrai que cette technique d'impression 3D, elle redonne la possibilité d'être acteur et de concevoir l'aide technique pour des personnes qui ne vont pas pouvoir forcément manipuler la matière. Donc, c'est une technique intéressante à ce niveau. La deuxième raison importante, c'était de pouvoir impliquer le patient. On part du principe, en fait, que plus le patient va être impliqué dans la fabrication de son aide technique, plus ça va être facile de s'approprier cette aide technique. Voilà, partir d'une feuille blanche et de pouvoir adapter, personnaliser, choisir la couleur de son aide technique, rajouter des motifs, des dessins. Pour les enfants, ça marche très bien pour
pour mieux accepter l'aide technique et peut-être faire mieux accepter à la famille aussi. Voilà, on a vraiment des possibilités de choix du patient pour qu'il s'approprie davantage son aide technique. Au niveau adaptation, l'impression 3D, elle offre tellement de possibilités qu'on peut fabriquer exactement ce qu'on veut. Ça demande des compétences techniques de dessin, mais on peut vraiment paramétrer et personnaliser, adapter aux besoins du patient. On peut jouer en fait sur le poids de l'aide technique en jouant sur le remplissage. Soit le pion est creux et va être très léger, soit je peux dire que je vais remplir davantage et jouer sur un poids plus important. C'est ce qu'on voit ici, là, un poids léger avec un maillage très large où on remplit complètement de plastique. Donc on peut jouer sur le poids de notre aide technique en fonction de notre besoin. L'esthétique, c'est un peu un des grosses différences aussi par rapport… moi, je fais beaucoup encore des techniques avec du thermoformable, d'adaptation. Et c'est vrai que le passage à l'impression 3D permet de gagner en esthétique. Ça permet aussi de gagner, je ne sais pas si je l'ai mis plus tard, ça permet aussi de gagner en hygiène. On a un matériau fini qui va être… on peut prendre par exemple des matériaux compatibles au niveau alimentaire qui vont pouvoir être mis en bouche sans risque d'intoxication avec le plastique du thermoformable. Donc ça ouvre un échantillon de possibilités. On en a parlé tout à l'heure, ça permet aussi de reproduire facilement quand on fabrique une aide technique. Si elle est cassée, si on veut la reproduire pour un autre patient, une fois qu'on a notre fichier, on a juste à appuyer sur le bouton pour imprimer. Donc, c'est un gain de temps, une facilité à reproduire. Le partage, j'en ai parlé tout à l'heure. Partage d'aides techniques qu'on fabrique, qu'on conçoit. On peut partager sur des plateformes en ligne avec d'autres centres au niveau mondial. Ça m'arrive d'aller regarder des plateformes américaines, des plateformes espagnoles. Voilà. Vraiment, on a une bibliothèque d'aides techniques qu'on peut télécharger en ligne, qui sont déjà conçues. À nous, après, soit d'adapter, de transformer, ou on part d'une page blanche et on dessine avec des logiciels de dessin, de conception assistée. Je ne vais pas revenir. Tout à l'heure, je vous ai parlé du gain de temps. Voilà, ça vous montre comment adapter un stylet, par exemple. Et puis, pour moi, peut-être un des facteurs le plus important de l'impression 3D, c'est d'impliquer le patient dans la fabrication de son aide technique pour une meilleure appropriation. Voilà. On en a parlé tout à l'heure, en fait, c'est un trinôme, mais ça peut même être un peu plus. C'est vraiment une collaboration ergothérapeute-patient. Alors là, ingénieur, c'était pour le Rehab de Carpap, mais ça peut être un référent technique, un professeur, professeur d'école technique, un informaticien, un mécanicien, quelqu'un qui aura des connaissances sur aussi le fonctionnement de l'imprimante, l'entretien, qui va amener des connaissances techniques au niveau informatique, mécanique. Voilà. Donc, c'est intéressant d'avoir aussi ce regard extérieur de quelqu'un qui n'a pas de connaissances médicales, pas de connaissances forcément sur la pathologie et qui va amener un regard nouveau sur le patient, qui va amener une vision externe. Donc, c'est vraiment intéressant de travailler en collaboration. Nous, ergothérapeutes, qui avons une vision à la fois médicale, mais aussi sur l'environnement du patient, sur ses habitudes de vie, sur l'évolution de la pathologie. Et bien sûr, le patient qui va être au cœur du projet, qui va pouvoir élaborer sa demande, participer à la réflexion et qui va même pouvoir modéliser sa pièce, la dessiner, s'il a l'envie d'apprendre à dessiner. Et éventuellement, alors des fois, ce n'est pas le patient, mais c'est la famille qu'on peut impliquer. Je connais une ergothérapeute qui travaille auprès d'enfants
et qui forme les parents au dessin sur ordinateur pour qu'ils puissent eux-mêmes concevoir et accompagner leur enfant dans la conception de l'aide technique. Hop. Voilà. Je vais juste vous montrer. Alors, aujourd'hui, en fait, en France, ça s'est développé un peu plus la carte, mais on est 16 Rehab Labs, c'est-à-dire on utilise l'impression 3D intégrée à des centres de rééducation et on essaye de créer une communauté de Rehab Labs qui regroupe à la fois les Rehab Labs français, mais aussi des Rehab Labs. Alors, pour l'instant, plutôt en Europe, mais pourquoi pas au Maroc. Voilà. Je tiens à attirer l'attention, c'est qu'en fait, l'un des critères du Rehab Lab, c'est qu'on maintient la gratuité pour les patients. C'est-à-dire qu'ils ne doivent pas payer leur aide technique. Voilà. Je vais juste revenir. Du coup, voilà, depuis que j'interviens au Maroc, j'ai beaucoup discuté avec Esther sur l'impression 3D et l'intérêt de l'utilisation d'une technique, de cette technique au Maroc. Voilà, je pense que le gros intérêt, c'est vraiment de pouvoir produire des aides techniques personnalisées à faible coût. Faut savoir, alors à l'époque, quand nous on a acheté l'imprimante, c'était encore assez cher. Maintenant, on peut trouver des imprimantes 3D à partir de 700 €. Alors, je sais que c'est pas rien, mais voilà, peut-être pouvoir mutualiser une imprimante, parce qu'après, le coût des bobines permettrait d'accéder à des aides techniques à faible coût. Je ne sais pas si j'ai été claire dans ma présentation. Merci, Madame Aurélie. Merci pour votre présentation. Je pense que on va laisser la parole au modérateur s'il y a des questions. À vous, Ayoub. Je voudrais vous demander, madame, sur les modèles 3D, est-ce qu'on peut trouver des modèles multicolores? Car j'ai vu juste des modèles avec une seule couleur. Alors en fait, on peut imprimer avec plusieurs couleurs. Ça demande juste de concevoir l'aide technique, de la dessiner en séparant. C'est un peu plus compliqué, mais on peut imprimer avec plusieurs couleurs. D'accord. On peut même intégrer des dessins, en fait, prendre un dessin, une image, et l'intégrer à l'aide technique et dessiner, concevoir, par exemple, une fourche avec dessus un lapin pour un enfant ou un joystick avec une pomme. Enfin, on peut faire ce qu'on veut, en fait. On a juste la limite de notre imagination. On peut vraiment imprimer ce qu'on veut. Et je vous invite à aller sur les plateformes comme je vais vous mettre, je vais essayer de vous partager, ou je renverrai si vous voulez, mais en tout cas, essayez déjà la plateforme Thingiverse, voilà, où on trouve déjà beaucoup d'objets créés en impression 3D. Et puis après, je vous invite à aller voir des aides techniques plus spécifiquement. Faut taper dans le moteur de recherche. Si vous tapez Disability, normalement, ça va vous ouvrir beaucoup de pages d'aide technique dessinées en 3D.
Vous pouvez, madame, nous taper le lien de ce site dans le chat. Oui. Ah mince, alors attendez. J'ai envoyé sur Argo. Mhm. Je peux l'envoyer à tout le monde si vous voulez. Et j'ai trouvé. Ah, parfait. Ah, flûte, je me suis trompée. Voilà, D'accord, madame, merci. Thingiverse. Euh, Et D'accord, madame, merci. Je voudrais aussi vous demander, est-ce que vous avez une idée, est-ce qu'il y a un cadre législatif qui régit l'utilisation de ces techniques 3D? alors, on est en train de travailler, on va lancer là des groupes de travail justement. En fait, il y a la question de la responsabilité quand on fabrique une aide technique. Mais je veux dire, cette question, on doit déjà se la poser en tant qu'ergo quand on règle un fauteuil roulant, quand on fait une adaptation, quand on fabrique du positionnement comme tout à l'heure. On a déjà notre responsabilité d'engager puisqu'on fabrique des aides techniques qu'on met à disposition de nos patients. Donc, l'impression 3D ne rajoute pas de responsabilité supplémentaire. Maintenant, on a l'obligation de propriété intellectuelle. Donc, on ne peut pas imprimer une aide technique du commerce. On ne peut pas copier une aide technique qui existe déjà. Là, il y a légalement cette obligation de respecter la propriété intellectuelle. Maintenant, je veux dire, la responsabilité en tant qu'ergo n'est pas plus engagée que quand on fabrique une aide technique en thermo ou une adaptation en mousse. Pour moi, c'est la même responsabilité. D'accord, merci, madame. Juste pour rebondir sur ça, en fait, je me questionne, quand vous dites responsabilité, est-ce que vous pouvez spécifier ce que vous voulez dire? Je ne suis pas sûre de comprendre. Alors, par exemple, si le patient, par exemple, je reprends l'exemple de tout à l'heure, l'enfant qu'on va mettre dans le siège auto. Et le siège auto va s'abîmer dans le temps et l'enfant peut se blesser avec. Et la famille peut dire, c'est de votre faute. C'est ce que vous avez fabriqué qui ne convenait pas. C'est de votre faute s'il s'est blessé. D'accord? C'est notre responsabilité. On a modifié le siège, on l'a adapté. Et la famille peut dire, c'est de votre faute. Ok, je comprends. Voilà. Donc, c'est cette responsabilité envers la personne, l'individu pour qui on offre l'aide technique. Exactement. Mhm. Quand on va modifier un fauteuil, si la modification qu'on a faite modifie la solidité du fauteuil, que le fauteuil casse et que la personne se blesse, c'est notre faute. Mhm. Donc, en fait, quand on fabrique une aide technique ou qu'on modifie quelque chose d'existant, c'est à nous de veiller que cette aide technique, dans le temps, elle va rester correcte, elle ne va pas blesser la personne, elle ne va pas la mettre en danger. Et donc, cette responsabilité-là, on l'a, peu importe l'aide technique qu'on fabrique. C'est une réflexion qu'on doit avoir de se dire, ce que je fais, ça ne doit pas mettre en danger la personne dans le temps. Ah, ok.
Et l'impression en 3D permet est-ce qu'elle pourrait permettre cette facilité ou la facilité de l'adaptation dans le temps, modifier l'équipement dans le temps plus facilement, plus rapidement pour la personne ou pas nécessairement? Alors, la 3D, elle permet vraiment d'avoir un objet qui va être personnalisé. OK. C'est vraiment un gros intérêt de ne pas acheter quelque chose du commerce qui ne va pas forcément correspondre, mais vraiment de personnaliser l'objet, personnaliser les techniques. Après, on a un coût d'impression qui est faible. Donc, ça veut dire qu'on peut avoir une aide technique personnalisée à faible coût, qui va coûter très peu cher à fabriquer. Et puis, si l'aide technique casse, on peut très facilement la reproduire. OK. Donc, tout ça fait qu'on peut facilement créer une aide technique. La seule contrainte, parce que là, on se dit, mais c'est génial. La seule contrainte, c'est qu'il faut savoir dessiner. Donc, avoir des connaissances techniques sur les dessins assistés par ordinateur, être formé. Et puis, avoir quand même le matériel, avoir une imprimante 3D et des connaissances techniques pour savoir l'utiliser et l'entretenir. Oui. Et en fait, je pense pour revenir à la question de Ayoub qui se voulait de savoir est-ce que quand vous utilisez l'imprimante en 3D, est-ce qu'il y a des systèmes de soutien financier qui permettent l'accès, par exemple, que ce soit des programmes de financement pour faciliter l'accès à ce type d'impression 3D? Parce que je pense que j'ai l'impression que ça doit être dispendieux quand même pour le patient, non? Non, alors non, ça coûte moins cher. Je pense que par exemple, pour vous donner une idée, le plastique thermoformable, à la base, on utilisait beaucoup pour les adaptations. Je pense que la bobine, l'utilisation de l'impression 3D plutôt que le plastique thermoformable, ça divise par 10 le coût de l'adaptation. Ah, d'accord. Non, c'est vraiment pas cher en fait. L'investissement peut être important au début pour acheter l'imprimante 3D. Mais par contre, après, la création d'aides techniques avec cette technique d'impression et de fil, les bobines de fil ne valent pas très cher. Donc, on peut vraiment, j'insiste, ça fait des aides techniques à pas très cher. Et pour un individu qui est à faible revenu en France, ça pourrait lui revenir à combien? Est-ce qu'il y a du soutien qui peut lui être offert? Alors, c'est particulier. Nous, on est j'ai insisté là-dessus, en fait, c'est le centre qui prend l'intégralité du fonctionnement du Rehab Lab. Donc, la fabrication d'aides techniques par le Rehab Lab ne coûte rien aux patients. D'accord. OK. C'est pris en charge par notre centre. Okay. Mais après, dans l'utilisation des Fab Labs, normalement, le coût est faible aussi pour les usagers, en fait, puisque en France et dans beaucoup de pays, se développent les Fab Labs qui ne sont pas à viser de création d'aides techniques, mais d'objets de toutes sortes. Et là, pareil, le coût d'utilisation est très, très faible pour l'usager. Donc vraiment, en fait, on a l'impression que c'est une technologie qui coûte cher. Et en fait, non. Vraiment, elle est accessible, en fait, cette technologie. Donc, dans une optique où on essaie de l'introduire, par exemple, dans le contexte marocain, ça serait un avantage de mentionner son efficacité et son faible coût par rapport aux autres types d'aides techniques. Alors, je ne dis pas que ça remplace toutes les autres techniques, parce que, par exemple, ça m'arrive de faire un moulage en thermoformable. Je le scanne, je fais une photo de mon moulage en thermoformable. Et puis après, on va pouvoir le retravailler sur l'ordinateur et l'imprimer. L'avantage, c'est que la personne part avec son fichier d'aide technique et va pouvoir, nous ici, on va pouvoir imprimer en ligne, aller sur Internet et commander, envoyer son fichier et faire de l'impression en ligne. Si on n'a pas d'imprimante à disposition,
on a possibilité de commander en ligne des impressions. Le coût est beaucoup plus important, je ne le cache pas. Mhm. Mais c'est vraiment intéressant comme technologie de savoir que c'est peu dispendieux et efficace. Ça peut être intéressant justement dans le contexte marocain. Et j'ai l'impression qu'en tant qu'ergothérapeute, on a vraiment un rôle à faire la promotion de ce type d'outils parce que ça rend les aides techniques beaucoup plus accessibles à nos usagers. Exactement. On n'a pas besoin d'attendre de commander les aides techniques. On peut vraiment partir de la page blanche ou chercher dans la banque d'aides techniques en ligne et imprimer en direct. Alors, l'autre, il faut quand même savoir, alors c'est économique, par contre, c'est long en temps. C'est-à-dire, par exemple, le verre que vous avez pu voir dans la vidéo, le support de verre, je pense qu'on va être proche de 5-6 heures d'impression. OK. Ben, ça change quand même d'une aide technique, peut-être pas pour un verre, mais peut-être une aide technique plus importante pour laquelle le temps d'attente avant de le recevoir peut être très grand quand même. Alors, par exemple, là, je vais imprimer là lundi. Mon dernier projet, c'était une rampe personnalisée pour franchir un seuil pour rentrer dans la douche. Donc, on a dessiné la rampe personnalisée et on va imprimer. Par contre, là, la rampe, on est sur 15 heures d'impression. Ah, d'accord. Sur une rampe qui va être très étroite parce qu'on est limité par le volume de l'imprimante. Donc, considérant qu'il y a quand même une limite de temps importante, est-ce qu'il y a une clientèle, quand je dis clientèle, je parle d'usagers à prioriser, des usagers pour lesquels ce type d'aide technique va être beaucoup plus efficace ou importante ou nécessaire plutôt? Alors, nous, on n'a pas le problème de limiter pour l'instant. Ouais. On s'adresse en priorité aux patients du centre, les D'accord. patients accueillis dans le centre. Pour l'instant, on n'a pas eu l'occasion d'ouvrir à l'extérieur. Donc, on n'a pas, nous, on ne limite pas. On est 2 ergots référents sur le projet et tous les ergots du service peuvent formuler une demande d'aide technique. On réfléchit avec l'ergot du patient et avec le patient sur la fabrication de l'aide technique, mais on ne met pas de limite. Après, je ne sais pas comment on peut s'organiser. Est-ce que ça peut être une imprimante 3D mutualisée à plusieurs services avec un référent qui accueille les demandes? Comment prioriser les demandes? Là, je n'ai pas de réponse sur l'organisation qui pourrait être mise en place. Oui, c'est sûr que, en fait, j'ai soulevé ce point-là parce que j'imagine que dans un contexte marocain où justement, de un, il n'y a pas beaucoup d'ergothérapeutes pour l'instant, puis c'est une technologie qui va être nouvelle, je pense que la priorisation va être importante. Donc, établir les barèmes ou les balises plutôt à savoir qui pourrait accéder ou pas à ce type de technologie. Alors là, je n'ai pas vraiment de réponse. Mais c'est vraiment intéressant comme technologie et même moi, je pratique l'ergothérapie au Québec et on n'en a pas encore à ma connaissance, on n'a pas encore cette technologie qui est utilisée dans le système public. Donc, c'est intéressant de savoir que le rôle, d'apprendre en fait de vous et de savoir que notre rôle en tant qu'ergothérapeute est vraiment important avec cette technologie. Et vraiment, j'insiste sur un autre phénomène, c'est que là, j'ai formé 4 patients au dessin. Alors, c'est pas beaucoup, hein, mais c'est beau, c'est du temps, c'est de l'énergie pour eux, pour nous. Mais aujourd'hui, sur ces 4 patients que j'ai formés à dessiner sur l'ordinateur, 2 patients continuent à venir en tant qu'experts et partager leurs connaissances avec les autres patients. Et au sein Alors, pour nous, le Rehab Lab, c'est un créneau de 1h30 toutes les semaines dédié au Rehab Lab, ouvert à tous les patients qui ont envie de participer, qui ont envie de s'investir ou qui ont un besoin d'aide technique. Et donc, pendant cette heure et demie, à la fois, on dessine les aides techniques, on imprime,
mais il y a aussi un partage entre les patients. C'est aussi un espace de discussion, d'échange, de partage d'expérience. Il se passe autre chose que juste du dessin et de l'impression. Ah, c'est très intéressant. Ça, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment en termes de promouvoir une collaboration entre les usagers, puis de créer un partage des connaissances. Mm. C'est l'esprit de communauté, en fait, le communautaire. Exactement. Ouais, c'est vraiment intéressant. Non, 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 alors, personnellement, en tant qu'ergo, c'est un moment très, très riche. Très, Ouais. très riche où on apprend beaucoup des patients. Et on les rend vraiment acteurs. Nous, on vient juste en support, en accompagnement, mais c'est le patient qui va être au cœur de son projet, qui va créer lui-même son aide technique. Ouais. Et c'est très, très riche. C'est un positionnement vraiment différent. Ouais. C'est ce qu'on dit, le empowerment. On lui donne le pouvoir de prendre le contrôle et c'est vraiment intéressant d'avoir ce rôle en tant qu'ergo de promouvoir justement le pouvoir chez l'usager. Mm. Et comme vous l'avez dit. Et quelle valorisation, en fait, pour eux de revenir en tant que patient expert et de développer. J'ai un patient qui continue, qui compte en faire sa profession, qui développe et qui conçoit des techniques. Voilà. C'est fascinant. Et en fait, ben, je me demande ce que vous en pensez et même ce que les autres personnes dans l'audience en pensent, mais au Maroc, ça peut être encore plus intéressant considérant justement qu'il n'y a pas beaucoup de... On commence un peu en amont, on commence avec quelques patients, puis eux vont enseigner aux autres, qui vont enseigner aux autres, et de là, on se bâtit un regroupement de patients experts, en fait, dans ce domaine. Exactement. C'est cette possibilité aussi de transmettre l'information, de transmettre les connaissances sur du dessin assisté par ordinateur. Je vous dis autre chose, je n'ai pas dit. On utilise, mince, j'ai plus de batterie. On utilise un logiciel qui est en libre accès jusque-là, qui s'appelle Fusion 360, qui, pour dessiner, c'est un logiciel de CAO, conception assistée par ordinateur. Donc, voilà, même si vous voulez déjà essayer d'apprendre, donc il y a des formations, CARPAP notamment donne des formations, développe des projets. Donc, il y a peut-être un contact à faire avec eux pour bénéficier d'un Rehab Lab au Maroc. Mais s'il y a des étudiants, des ergots en poste qui sont intéressés, on peut aussi trouver des tutoriels en ligne d'utilisation du logiciel pour se familiariser. C'est pas évident de le faire tout seul, mais voilà, c'est faisable aussi. Ouais. Et même, j'imagine, des partenariats, comme vous l'avez mentionné, c'est aussi, ça permet aussi justement ce développement si on fait un partenariat avec des formateurs qui peuvent nous donner un peu plus l'enseignement là-dessus. Oui, c'est intéressant de faire une formation en fait. Je pense qu'il faut réfléchir, il faut un accompagnement pour élaborer le projet, dans quelles conditions on met en place. Voilà, il ne suffit pas d'avoir l'imprimante 3D, je pense qu'il faut en amont réfléchir à l'organisation, qui va être référent technique, prendre le temps de se former et de voir quelle utilisation de l'imprimante pour qui, comment faire que ce soit pérenne, comment financer les matières premières. Ah oui, il y a pas mal de choses à mettre en place avant même que l'imprimante soit sur site. Et peut-être une dernière question à savoir, je ne sais pas si vous connaissez la réponse, ça coûte combien environ une imprimante 3D? Eh bien, en fait, j'en discutais justement avec Willy de CARPAP et il me disait que là, il testait une imprimante à 700 €. Ah, ok. Voilà. Moi, celle qu'on utilise au centre, elle était plus proche de 2000 €. Ok. Et ce genre d'imprimante a une capacité peut produire, en fait, ça peut durer combien de temps, une imprimante? J'ai envie de dire, ça dépend de l'entretien que vous réalisez. Ah, ok. Ok, oui. Nous, on l'utilise depuis, ça fait 2 ans. On n'a pas eu de soucis techniques dessus. Après, ben voilà, il faut apprendre à l'utiliser, il faut apprendre à reconnaître les réglages. Quand l'aide technique est mal imprimée, savoir identifier ce qui ne va pas, pourquoi, et faire le
bon entretien, le bon réglage. Donc, il y a un apprentissage à faire sur comment parler à l'imprimante. Oui, c'est ça. C'est aussi une autre formation qu'il faut, il faut avoir, je pense. Oui, et puis bah, malgré tout, malgré les formations, il y a aussi l'apprentissage du terrain, en fait. C'est pour ça que c'est bien qu'il y a un référent dédié à l'imprimante qui, lui, va apprendre, va avoir des connaissances au fur et à mesure de l'utilisation. On D'accord. peut pas avoir, nous, c'est le choix qu'on a fait, mais on n'est que 2 ergots sur 7 ergots dans le service à utiliser l'imprimante parce on voulait que la personne soit spécialisée et ait des connaissances pour pouvoir entretenir l'imprimante et savoir comment la régler. Et on ne veut pas multiplier les intervenants pour justement limiter les casses. Oui. Donc, je pense qu'il faut un référent, 1 ou 2 référents sur l'utilisation de l'impression. Et, votre centre, il est associé au système public français ou non? Oui, en quelque sorte. C'est privé à but non lucratif, donc c'est associatif. D'accord, ok. Donc, c'est très applicable au contexte marocain, en fait, considérant qu'il y a énormément d'associations au Maroc et je crois oui. Oui, voilà. Je crois que le système de santé publique s'associe énormément justement à les associations marocaines pour... Donc, c'est possible. Tout à l'heure, j'entendais Ismaël qui parlait d'une caravane. Oui. Et je me suis dit, mais ça serait hyper intéressant d'associer dans cette caravane justement une imprimante 3D ou alors je ne sais pas si c'est faisable, mais un ordinateur de dessiner avec la personne, d'aller sur place, dessiner et de revenir imprimer au centre à la limite et de livrer l'aide technique à un autre passage. Enfin, il y a plein de possibilités à envisager pour que les aides techniques soient accessibles à tout le monde. Exactement. Oui, j'ai l'impression, avec toute l'information que vous nous donnez qui est très intéressante, j'ai l'impression qu'il y a énormément d'opportunités et de possibilités au Maroc à l'introduire, en fait. Alors, j'aimerais bien avoir le retour du coup des ergots du Maroc, des étudiants, ou je ne sais pas si Ismaël est encore là. Malheureusement, il est parti, mais même dans l'audience, il y a plusieurs membres de de la première cohorte, en fait, qui sont avec nous, donc les nouveaux gradués. Si jamais ils ont des avis là-dessus, ça serait super intéressant de les connaître. Sinon, je sais que Mohamed, il y avait eu plusieurs questions aussi de l'audience. Je ne sais pas si Mohamed, tu veux prendre... Oui, j'aimerais bien vous dire que c'est bien de partager ce que Madame Aurélie a déjà dit. C'est très important concernant cette nouvelle technologie. Lorsqu'on parle en matière de respect de l'autonomie des personnes, puisqu'ils bénéficient, elles sont adhérées à choisir et, comment dire, de choisir ce qu'il convient. J'ai juste une petite question, Madame Aurélie, est-ce qu'il y a certains critères d'inclusion ou bien critères de bénéfice pour ces personnes? Par exemple, lorsqu'on parle de l'adhération et l'implantation des patients, est-ce qu'il n'y a pas certaines conditions à remplir pour, par exemple, d'être apte cognitivement pour bénéficier ou bien, je ne sais pas si vous avez bien compris. Oui, alors c'est vrai que pour les patients avec des troubles cognitifs, l'implication va être différente, mais on part du principe que si la personne, par exemple, va pouvoir dire: «Moi, je voudrais une aide technique rouge» ou «Je voudrais qu'elle ait cette forme-là» ou peu importe le niveau de participation. On ne demande pas à tous nos patients de dessiner l'aide technique. Il y en a très peu même. Sur le nombre d'aides techniques qu'on imprime, je dirais qu'il y a 3-4% de nos patients qui vont dessiner. La majorité de nos aides techniques, on demande juste une participation du patient sur le choix, sur l'esthétique, qui nous donne son avis.
en fait la même implication qu'on lui demanderait sur n'importe quelle fabrication d'aide technique, pour vraiment que ça soit personnalisé, qu'il se soit impliqué dans la fabrication, dans le choix, pour qu'il puisse mieux accepter l'aide technique. Donc le niveau d'implication va dépendre effectivement des facultés à la fois cognitives et physiques du patient. On peut avoir des patients en état végétatif qui ne vont pas pouvoir forcément communiquer, ou on va quand même imprimer des aides techniques, et là, on va impliquer à ce moment-là les proches, la famille. Oui, 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 merci, madame. Je pense qu'on peut laisser la parole à quelqu'un de l'audience de participer avec une question. Je ne sais pas, il y a beaucoup des étudiants de troisième année. Je ne sais pas s'il y a des questions, vous pouvez les écrire en conversation. Vous pouvez aussi allumer le micro et dire à Madame Aurélie, mais Smaïl, elle est déjà partie, c'est pas évident. Sinon, je pense il n'y a pas de questions. Je pense pas. Les participants, il n'y a pas de questions. Je pense qu'on va finir là-dessus. C'était très important d'aborder ce sujet. Merci beaucoup, Madame Aurélie, pour votre participation. Merci pour Smaïl. Merci pour Ayoub et Mademoiselle Sophia. C'était très important de parler de cette nouvelle technologie, surtout avec vous, Madame Aurélie, le comité. Je pense que c'est le comité Rehab Lab. C'est ça le nom de votre société. C'est très important. C'est très important. Excuse-moi, Mohamed, juste, Madame Aurélie, si ce serait possible de partager le nom des formations que vous nous avez dit, dont vous nous avez parlé, les formations pour le dessin en ligne et puis pour l'utilisation de la machine. Ah, ben, attendez. Je mets l'adresse. Super, merci beaucoup. Donc, c'est sur le groupe chat. Merci beaucoup. Oui, voilà. Rehablab.org, vous pouvez aller voir. Du coup, c'est le site internet qui vient d'être mis en ligne sur la communauté des Rehablab, avec du coup le contact pour mettre en place des formations. Super, merci énormément. Donc, nous nous arrangerons pour le partager aussi à tout le monde, ceux qui n'ont pas pu être présents aujourd'hui. Merci beaucoup. De rien. Merci beaucoup à vous et puis bonne journée, bonne soirée. Merci. Je tiens à remercier l'Handicap International pour leur soutien et l'accompagnement de ce groupe Ergo pour but de la promotion de notre métier. À la fin, je vous donne un rendez-vous pour le prochain webinaire et merci pour les participants et l'audience aussi. Merci.